Pendant 2 ans en Chine, à Pékin, comme professeur invité, conseiller scientifique au Centre d'utilisation spatiale qui dépend de l'Académie chinoise des sciences. Et je voulais également vous signaler, Madame le maire, vous disiez que vous avez eu des intervenants venant de Russie, venant des États-Unis. Je peux vous dire que je viens de Chine parce que je suis rentré hier matin de Shanghai expressément pour être ici aujourd'hui avec vous. Donc, voilà. Pendant 30 ans, j'ai travaillé à l'Agence spatiale européenne, donc j'étais chef de projet d'instruments sciences physiques pour des expériences en microgravité qui ont volé à bord de Space Lab, de l'émission Space Lab d'abord, et puis maintenant à bord de la Station spatiale internationale. Et encore aujourd'hui, il y a une expérience à bord de l'ISS à laquelle j'ai contribué très modestement et qui s'appelle DEX, DEX, et qui est toujours en activité à bord de la station. Et puis en parallèle, j'étais responsable des vols paraboliques. J'ai fait à ce titre 7366 paraboles, ce qui représente 39 heures et 32 minutes en microgravité, en apesanteur. Et donc c'est l'équivalent de 26 orbites, un peu plus de 26 orbites par tranche de 20 secondes. On a fait également des paraboles martiennes et des paraboles lunaires, donc avec des pesanteurs martiennes et pesanteurs lunaires. À ce titre, j'ai 53 minutes en pesanteur martienne, 50 minutes en pesanteur lunaire, tout ça sur 14 avions au total. Et je crois que c'est un record du monde, enfin je suis même certain, c'est un record du monde, puisque personne n'a jamais fait de vol parabolique sur autant d'avions différents. J'ai supervisé à plusieurs centaines d'expériences, on a regardé 1000 expériences. J'ai été sélectionné également par la Mars Society, j'ai participé à 3 campagnes de simulation martienne. La toute première campagne internationale qui a eu lieu en Arctique, c'était en 2001, et puis 2 fois dans le désert de l'Utah en 2002 et en 2009, et la dernière fois comme commandant d'équipage, je vous en parlerai pendant l'exposé. Alors là, théoriquement, on va avoir une petite vidéo qui devrait fonctionner, mais qui ne marche pas apparemment. C'est pas grave. Je vous montre un petit peu ici. Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises. La petite vidéo, là, c'est une vidéo normalement qui a été prise lors d'une séance d'entraînement sous l'eau, puisque j'ai suivi l'entraînement des astronautes sous l'eau pour faire des sorties extravéhiculaires. C'était assez intéressant parce qu'en fait, le protocole de sortie extravéhiculaire demande qu'on soit toujours attaché par 2 points, au moins deux points d'attache, 2 lignes de vie. C'est-à-dire que pour se déplacer, avant de pouvoir décrocher une ligne pour l'accrocher plus loin, il faut accrocher une 3e ligne, puisque évidemment, quand on décroche la première, il n'y en a plus qu'une qui serait là, il en faut au moins une 3e. Ça veut dire qu'il faut gérer 3 lignes de vie, plus encore transporter l'équipement ou la payload qu'on devrait manipuler. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'on n'a que 2 mains, et une de ces 2 mains est une main gauche. En fait, on aurait besoin de 3 mains droites. Et donc, on est à la limite de la faisabilité technique de ce qu'il faut faire, mais voilà, on y arrive quand même, et c'est fort intéressant. Ici, une photo de famille des candidats astronautes belges, Marianne Mercier, qui était la première à avoir été sélectionnée, les médecins et pilotes, et elle s'est retirée pour des raisons personnelles après 8 mois d'entraînement. Mon collègue Franck De Huy, qui lui a volé 2 fois, la première fois en 2002, et puis la 2e fois en 2009 comme commandant d'équipage, commandant de la station, pardon. Ici, Werner Stessen, un ingénieur géologue, et là, Lucien Halleux, un ingénieur géologue ici, Werner Stessen, un ingénieur électronicien. Tous les 2 se sont retirés, n'ont plus marqué d'intérêt pour le spatial. Ici, une photo prise lors d'une sélection médicale à la NASA, c'était pour la mission Space Lab de l'ENS. Une photo prise lors d'une campagne de simulation martienne, dont je vous parlerai, et puis là, une photo prise lors d'un vol parabolique, c'est avec la NASA, sur le DC-9 de la NASA, en 95, je crois, 95 ou 96, pardon, 95 ou 96. Alors les vols paraboliques, si ça veut bien démarrer, voilà. En fait, j'étais donc responsable à l'ESA pendant 30 ans des vols paraboliques, et voilà, ça va vous montrer, vous expliquer un petit peu. En fait, on part d'un vol horizontal qui nous permet en fait d'arriver à une configuration qu'on appelle le pull-up. Le pilote va accélérer les moteurs à fond en même temps qu'il va tirer sur les commandes pour cabrer l'avion vers le haut. L'avion va accélérer, c'est-à-dire sa vitesse va augmenter au début assez rapidement, puis petit à petit elle va diminuer, l'accélération va diminuer parce que l'avion va monter contre l'attraction, l'action de la pesanteur qui le tire vers le bas, arriver à un angle de montée de 47-48 degrés, le pilote va couper les moteurs, il n'y a plus aucune force qui agit sur l'avion, sauf la gravité qui est toujours là bien sûr, et de par sa vitesse initiale, l'avion va continuer à monter, arriver au sommet de la côte qu'on appelle une parabole, à peu près à 30 000 pieds,
qui a un peu moins, 28 000 pieds, 28-29 000 pieds, et à tout moment, il sera en état de chute libre. C'est-à-dire, la seule force qui agit sur l'avion, c'est la force de gravité, et pendant qu'il va monter, il sera déjà en chute libre, il va arriver au sommet de sa côte, et il va descendre de nouveau en chute libre, jusqu'au moment où l'angle de piqué arrive à 47 degrés. Il sera grand temps pour le pilote de réaccélérer et de revenir à vol horizontal. On a trois phases. Là, on rentre dans la phase de 2G qu'on appelle le pull-up, avec une accélération de 1,8 G à peu près, un peu moins de 2 G. Là, on arrive en 0G. Vous voyez ici dans le petit dessin également une représentation du tableau de bord du pilote. Vous voyez là également l'avion qui décrit cette trajectoire. Et puis à l'intérieur de la cabine, eh bien, tout ce qui n'est pas attaché se met à flotter librement. On vole ainsi librement pendant 20 secondes, une vingtaine de secondes. Et quand l'angle de piqué arrive à 42 degrés, vous pouvez voir ici également une vue du cockpit, eh bien, le pilote va réaccélérer et revenir de nouveau par une phase d'accélération. Donc là, on est en train de piquer vers le sol, vers l'océan. Et cette phase d'accélération, avec une accélération de 1,6 à 1,8 G, pour revenir ensuite à un vol horizontal. Alors là, évidemment, c'est un petit peu lourd à supporter, puisque pendant 20 secondes avant et après, moi qui pèse normalement 80 kg, là j'en pesais 150, 160, donc voilà. Avec un peu d'entraînement, on arrive à rester debout, à faire des choses, à bouger. Et on se rend compte en fait que pour marcher en hypergravité, en hyperpesanteur, c'est difficile parce qu'il faut déplacer une jambe ou un bras d'une manière un petit peu non coordonnée. On n'est pas habitué à faire ça. Par contre, en apesanteur, vous voyez, il n'y a ni haut ni bas. Même le petit poisson, comment il continue à flotter dans l'eau et dans l'air. Et on peut se déplacer très facilement également, mais pas de la même manière que sur le sol. C'est-à-dire pour se déplacer, il faut pousser sur une paroi et pouvoir ainsi flotter de l'autre côté. Voilà, ça c'était ce qui m'a occupé pendant 30 ans. J'en fais encore de temps en temps l'un ou l'autre de ces vols. Et c'est ce que je dis toujours, j'ai toujours eu la chance de ne pas travailler dans ma vie, mais de m'amuser. J'ai pu exercer ma passion, ce qui est l'espace, qui est l'exploration spatiale, et je continue ainsi à m'amuser. Et en plus, j'ai été payé pour le faire, c'était pas mal. Donc voilà, mais revenons au sujet du jour. Alors, d'abord, il faut introduire un petit peu le contexte. Voici une photo, un montage plutôt de notre système solaire. C'est un montage photo, donc on a fait ça un petit peu avec Photoshop. Vous voyez ici les différentes planètes qui sont toutes plutôt à la même échelle, mais la distance entre les planètes, bien sûr, n'est pas à la même échelle. C'est-à-dire, en fait, la distance est quasiment doublée en passant d'une planète à l'autre, grosso modo doublée. Ici, à la même échelle, vous voyez ici le bord du Soleil, qui est une énorme boule de feu, c'est pas tout à fait exact, c'est plutôt une boule d'hydrogène et d'hélium qui subit des transformations, des transformations thermonucléaires qui transforment ainsi l'hydrogène en hélium, qui génèrent beaucoup d'énergie, et c'est l'énergie qu'on reçoit, c'est la lumière visible qu'on reçoit, mais également la chaleur en infrarouge qu'on reçoit. La plupart du réseau de rayonnement est heureusement arrêté par la haute atmosphère et dévié par le champ magnétique. Vous voyez ici, en fait, sur cette photo de famille, il y a deux grandes catégories de planètes. Les petites planètes, qu'on appelle les planètes telluriques, et les planètes géantes, qui sont principalement des planètes gazeuses. Les planètes telluriques, il y en a 4. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander le nom des planètes dans l'ordre depuis le Soleil vers l'extérieur. Mais on va quand même essayer, parce que des fois on a des surprises. La première planète, c'est Mercure, bravo. La deuxième, Vénus. La troisième, bravo. Ensuite, bravo. Ensuite, les planètes géantes, c'est la première, bravo. Oui. Oui. Mais très bien. Félicitations. Et alors là, derrière, avant, on avait une petite planète qui s'appelle Pluton. Enfin, elle s'appelle toujours Pluton, sauf que c'est plus une planète. En 2006, l'Union astronomique internationale a décidé de déclasser Pluton et de le mettre dans une nouvelle famille de petites planètes qu'on appelle les planétésimaux, puisqu'on a découvert depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, plus de 20 ans, même 30 ans, beaucoup de petits corps qui sont parfois même plus grands que Pluton. C'est Xena, Sena, Cora, Varuna, etc. Et on a ainsi une nouvelle famille, un nouveau groupe de petites planètes qui circulent au-delà des orbites de Uranus et Neptune, comme on a ici entre Mars et Jupiter une autre famille de petites planètes qu'on appelle les astéroïdes, très justement. Bien, voilà, ça vous situe le contexte. Et si on regarde maintenant les deux planètes
Terre et Mars. Vous les voyez ici de nouveau, la même échelle pour la taille de la planète, mais encore une fois, la distance entre les planètes n'est pas à la même échelle. Je vous ai mis ici aussi quelques caractéristiques de leur orbite et de la planète elle-même. Première chose, c'est que la Terre tourne autour du Soleil à une distance moyenne de 150 millions de kilomètres. C'est-à-dire que la lumière met 8 minutes à peu près pour nous arriver sur Terre. Donc 8 minutes, on est donc à une distance de 8 minutes-lumière du Soleil, 150 millions de kilomètres, à la vitesse de 300 000 km par seconde. Vous divisez 150 millions par 300 000 km, vous allez voir que vous aurez à peu près 8 minutes. Donc ça, c'est une unité, cette distance, les astronomes ont pris comme unité, on l'appelle l'unité astronomique. Eh bien, Mars est un peu plus loin, pas tellement, puisque c'est pratiquement 1,5 unité astronomique. Donc, grosso modo, 225 millions de kilomètres. Donc, c'est pas tellement loin encore. Alors, plus intéressant, le diamètre de la Terre, c'est 12 000 et un peu moins de 800 km. Par contre, le diamètre de Mars, 6 000 et un peu moins de 800 km. Donc, pratiquement 2 fois moins. C'est-à-dire que Mars est 2 fois plus petit en distance linéaire, donc 8 fois plus petit en volume, 2 au cube, 2 fois 2 fois 2. 8 fois plus petit. Comme les densités sont légèrement différentes, la masse de la planète Mars vaut 6,410 exposant 23 kg, c'est-à-dire 6,4 avec 23 zéros derrière, 10 fois plus petit que la masse de la planète Terre, 60 fois 10 exposant 23 kg. Donc, la planète Terre est 10 fois plus importante en masse que la planète Mars. Et ceci a déjà une conséquence immédiate et très importante pour la recherche de la vie sur Mars, qui est la grande question qui occupe la plupart des scientifiques qui s'occupent de ce passé. Pourquoi? Eh bien, la planète Mars étant 10 fois plus petite en masse, a un champ gravitationnel 10 fois plus petit, et ne pourra pas retenir de la même manière que la planète Terre l'a fait tous les gaz dans son atmosphère. Il y a un autre phénomène qui joue aussi, c'est que la planète Mars n'a pas de champ magnétique comme la planète Terre a un champ magnétique qui protège notre atmosphère du vent solaire qui normalement est là, qui essaie d'arracher l'atmosphère, alors que Mars n'a pas de champ magnétique, et donc l'atmosphère en haute altitude est ainsi arrachée également par le vent solaire, et le champ gravitationnel étant beaucoup plus faible, eh bien, Mars a ainsi perdu toute son atmosphère au cours de son histoire. La preuve, c'est que la pression moyenne de l'atmosphère de l'ordre de 6 millibars, alors que la pression sur Terre vaut à peu près 1 bar, grosso modo, et bien là, c'est 160 fois. Alors ça veut dire aussi que l'eau ne peut pas exister à l'état liquide sur la surface de la planète Mars. Pourquoi? Vous prenez de l'eau ici sur Terre, vous la faites bouillir, elle bout à quelle température? 100 degrés, bravo. Vous montez, vous allez en montagne, elle va bouillir à une température légèrement plus haute, plus basse. Plus basse, pourquoi? Parce que la pression diminue, très juste. Alors si vous continuez à diminuer la pression, la température d'ébullition de l'eau va également diminuer. Mais si vous arrivez à des pressions excessivement basses comme celle-ci, eh bien là en fait on arrive à une situation où l'eau liquide ne peut pas exister. C'est-à-dire vous prenez un glaçon du pôle Nord, vous l'amenez à l'équateur un jour à midi sur Mars, où il fait à peu près 20 degrés, voilà, 22 degrés, eh bien ce glaçon ne va pas fondre, il va se sublimer, passer directement de l'état solide glace à l'état gazeux de vapeur d'eau. Et donc l'eau liquide aujourd'hui ne peut pas exister. Attention, l'eau liquide pure, si elle est légèrement salée, on a trouvé ainsi des rigoles d'eau salée, une forme d'eau salée à la surface de la planète Mars qui pouvait s'écouler comme ça. Mais je vais un peu trop vite, continuons. Alors la durée de la de la rotation de la Terre, c'est 23h56 minutes 4 secondes. C'est juste ça? Donc une journée sur Terre de combien de temps? 24 heures, 23h56 minutes 4 secondes. D'où vient cette différence? C'est quoi? Oui, voilà, très justement. Bon, on va faire une petite expérience. Réfléchissez avec moi. Un jour, il fait beau, vous laissez passer le soleil devant un repère. Vous avez un chronomètre, vous déclenchez le chrono, le soleil passe par là, vous revenez le lendemain et vous arrivez, et il repasse de nouveau au même endroit. Vous arrêtez le chrono, vous avez exactement combien? Exactement 24 heures. Vous faites la même expérience cette fois le soir, avec une étoile brillante, vous laissez passer devant un repère, vous démarrez votre chrono, vous revenez le lendemain soir, au même endroit, votre étoile brillante passe devant le même repère, vous arrêtez votre chrono, vous avez exactement combien? 23h56 minutes 4 secondes. Pourquoi cette différence?
c'est qu'en une journée, 24 heures, eh bien, la Terre s'est déplacée sur son orbite autour du Soleil d'un certain angle, très petit, un peu moins d'1 degré, 1,365,25 de 360 degrés. Bon, c'est pas exactement une ellipse, mais un cercle, mais on peut l'approximer, l'orbite elliptique par un cercle. Et donc, ce déplacement d'un peu moins d'1 degré correspond à la différence de 4 minutes à peu près, un peu moins de 4 minutes. Okay. Alors, sur Mars, eh bien, la période de rotation, 24 heures et 37 minutes. Donc 40 minutes à peu près de plus que la rotation de la Terre. Ce qui est pas mal, hein, ça veut dire que la journée martienne dure à peu près la même chose que la journée sur Terre. La période de révolution, donc l'année sur Terre vaut 365 jours, 25 et un quart, à peu près un quart, voilà. Alors que sur Mars, eh bien, c'est un peu plus long, enfin même pratiquement 2 fois. On est à 686, à peu près 687 jours. Donc une année martienne est un peu moins de 2 années terrestres. La pesanteur sur Terre, 9,80 par seconde carré. Sur Mars, 3,72 mètres par seconde carré. Donc moi qui pèse 80 kg ici, sur Mars, on pèserait 26, 27 par là. Donc mesdames, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à moi sur Mars. C'est très bien. Alors l'atmosphère ici, ben, c'est respirable heureusement puisque c'est composé de 78% d'azote qui ne nous intéresse pas, on n'absorbe pas, et 21% d'oxygène. Ça nous intéresse parce qu'à chaque fois que vous inspirez, vous expirez 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de tout le reste. Il y a 5%, à peu près 5% d'oxygène qui passe dans le corps et qui est remplacé par le dioxyde de carbone. Et vous expirez, dans les conditions normales de température de pression, 78% d'azote, 16% d'oxygène à peu près, 5% de CO2, dioxyde de carbone, et 1% de tout le reste. Alors, en parenthèse, c'est 1%, ce 1% qui nous pose tous les problèmes de pollution. L'ozone, le CO2 qui augmente, etc., c'est dans ce 1% qui reste. 78% d'azote, c'est propre, ça reste tel quel. 21% d'oxygène, c'est propre, ça reste tel quel. Le 1% qui reste, qui comporte tout le reste des autres gaz, vapeur d'eau, CO2, méthane, etc., c'est là que se trouve le problème de la pollution. Alors l'atmosphère sur Mars, eh bien, c'est 95% de CO2, le gaz que nous expirons, 2,7% d'azote et 2-3% de tout le reste également, un peu de vapeur d'eau, un peu de tout le reste, mais c'est principalement le CO2. Donc l'atmosphère sur Mars est pratiquement irrespirable. D'autant plus irrespirable qu'elle a une pression excessivement basse. Alors, est-ce que la vie est possible sur Mars? Eh bien, justement, on n'en sait trop rien. Par contre, c'est notre voisine, puisqu'en fait, elle n'est pas loin. Elle est la distance entre la Terre et Mars varie de 56 millions à 400 millions de kilomètres. Donc, c'est une paille à l'échelle de l'univers. Et donc, Mars, comme c'est une voisine, eh bien, comme on est en bon terme avec nos voisins et nos voisines, sur Terre, eh bien, on va lui rendre visite de temps en temps. Voici une autre vue de Mars, qui vous donne également cet aspect rougeâtre, rouge-brun. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la surface de Mars, le régolithe martien, qui est la poussière à la surface, est principalement composé d'oxyde de fer, c'est de la rouille, Fe2O3. Vous prenez un morceau de fer, vous le laissez ici à l'atmosphère, il va rouiller à la longue. L'humidité va faire qu'il va rouiller, ça va se transformer en rouille et ça prend cette couleur-là. On voit très bien également les calottes polaires, pôle nord, pôle sud. Et là, on sait qu'il y a de la glace sur Mars, de la glace d'eau et mélangée avec de la glace de CO2. Et donc, il y a bien de l'eau sur Mars, mais elle n'est pas accessible sous forme d'eau liquide. Alors, on visite Mars depuis bien longtemps déjà, et avec des missions européennes, des missions soviétiques, des missions russes, des missions américaines également. Et l'Europe est en fait actuellement en orbite autour de Mars depuis 2003, donc ça fait 15 ans, 16 ans maintenant, avec une série d'instruments. Je ne vais pas passer en revue tout ça, simplement attirer votre attention sur la caméra HRSC, qui est une caméra stéréo de haute résolution, qui a permis beaucoup de découvertes, ainsi que d'autres, des spectromètres, etc. Et on va regarder ça rapidement, quelques résultats. Alors, le premier résultat, c'est qu'on a pu confirmer la présence d'eau, de la glace d'eau. Voici 3 images qui ont été prises dans différentes longueurs d'onde. La longueur d'onde qui correspond à la glace d'eau, la longueur d'onde qui correspond à la glace du dioxyde de carbone, et dans le visible, on voit qu'on a les mêmes masses qui sont là. Donc en fait, les glaces des pôles nord et du pôle sud sont des mélanges des deux glaces de CO2, donc le composant principal de l'atmosphère, qui se précipite, qui peut condenser et se précipiter, et de glace d'eau également. Et donc on a ainsi accumulé énormément de preuves, un peu indirectes, par des évidences indirectes, qu'il y a eu dans le passé, sans doute, un moment, une époque où il y avait de l'eau liquide qui pouvait circuler à la surface de
de Mars. Quand je dis de l'eau, un liquide, disons, je pense que c'est de l'eau, il y a beaucoup d'indications qui montrent que c'est certainement de l'eau qui a pu s'écouler ainsi qu'il y a plusieurs centaines de millions d'années, si pas plus, alors que maintenant toute cette eau est bien complètement évaporée et existe uniquement sous forme de glace, sous le sol, dans les calottes polaires et sous forme de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Voici une autre vue des glaces du pôle Nord. Normalement, c'est vraiment une petite animation qui devrait démarrer, c'est pas grave. Alors, on a également une énorme vallée, un énorme canyon sur la surface de Mars. Mais quand je dis énorme, c'est gigantesque. C'est la Valles Marineris, la vallée de Mars, qui fait 4000 km de long. Alors, sur Terre, on a également un grand canyon, qui est situé où? Aux États-Unis, voilà, et qui a quelle longueur à peu près? 150 km, grosso modo. Mais on l'appelle déjà le Grand Canyon. 150 km, ici on a 4000 km. Rappelez-vous, le diamètre de Mars, c'est 6800 km. Donc c'est comme si on avait eu un géant qui a fait une énorme balafre à la surface de la planète Mars, et tout l'hémisphère, une demi-hémisphère, donc une hémisphère de la planète Mars, du côté sud, eh bien balafré par cette énorme vallée qui fait 4000 km de long. Un tas d'autres petites vallées viennent se jeter là-dedans, on leur a déjà attribué des noms, Condor Chasma, Mélas Chasma, Ophir Chasma, etc. Et voici un détail des falaises de Condor Chasma. Et on voit très bien les aspérités de ces falaises qui ont été formées par l'érosion, non pas de l'érosion de l'eau, mais l'érosion du vent. Parce qu'en fait, il y a une météorologie très active également sur Mars, même avec une très faible pression, il y a des vents qui peuvent ainsi tourner à plusieurs centaines de kilomètres, mais avec une telle densité tellement faible que l'impact que ça crée est relativement faible également. Ça correspondrait à des vents de 10 km/h, 10-15 km/h ici sur Terre avec la densité de l'atmosphère terrestre. Une autre photo qui a causé pas mal de problèmes, c'est une mer gelée. On sait que c'est une mer d'eau, de glace d'eau, parce qu'on sait par spectrométrie. Une mer d'eau gelée couverte d'une fine couche de poussière avec sans doute des icebergs qui étaient encore en mouvement. Et là, on ne comprenait pas trop parce que, comme je vous ai dit, si vous prenez un morceau de glace du pôle Nord, vous l'amenez près de l'équateur, eh bien, il ne va pas fondre, il va se sublimer. Donc ici, on avait une surface gelée qui est restée gelée. Et on ne comprenait pas trop jusqu'au moment où on a compris en fait que cette couche de poussière protège la glace juste en dessous. Ce qui a dû se passer, c'est qu'à une époque très lointaine, il y avait donc une mer d'eau, une étendue d'eau qui devait sans doute geler la nuit, fondre le matin et rester liquide pendant la journée, et se resolidifier le soir et la nuit, ainsi de suite. Lors d'un de ces cycles de gel-dégel, il y a eu sans doute une tempête de poussière, du sable martien, qui s'est déposée à la surface, et lors de la période de regel, qui s'est ainsi incrustée, agglomérée avec la glace, et qui a formé une couche protectrice, un petit peu comme du ciment, qui protège la glace en dessous. Et ça, c'est fort intéressant, puisque les premières missions habitées, qui seront lancées d'ici 10 ans, 20 ans, on ne sait pas trop, eh bien, les astronautes vont devoir utiliser les ressources à la surface de la planète Mars. Et parmi ces ressources, l'eau, la glace d'eau, est une des plus importantes. Et donc, si on peut en trouver non pas seulement au pôle Nord, au pôle Sud, mais également proche de l'équateur, c'est également très intéressant, très important. Une autre vue d'un cratère, cette fois-ci, un cratère qui fait un diamètre de 35 km, une hauteur de 2 km, à 70 degrés latitude nord, avec un lac de glace d'eau qui a cette très belle couleur bleue. On sait également que le soleil brille du point supérieur droit de ce côté-là, parce qu'on voit ici la rosée qui s'est déposée, enfin pas la rosée, le givre, merci, c'est le mot que je cherchais, voilà, qui est à l'intérieur, donc à l'ombre, alors que de l'autre côté, qui est illuminé par le soleil, et bien là, il n'y a pas de givre. Et ici, une vidéo d'animation d'un survol d'une autre vallée qui s'appelle les Mélas Chasma. Et donc on a ainsi assemblé plusieurs images, des centaines de milliers d'images pour créer cette petite vidéo. Donc, je vous laisse regarder ça. Et je voudrais parler d'un mystère qu'on ne comprend toujours pas. C'est la concentration en méthane dans l'atmosphère sur Mars. Alors voici un résultat très préliminaire qui date déjà un petit peu, mais les cartes les plus récentes confirment ça. Vous voyez ici, c'est une carte, une sorte de map monde, si vous voulez, de la planète Mars, avec les concentrations en méthane dans l'atmosphère de Mars. En bleu, une concentration faible, en rouge, une concentration plus forte, et en noir, ben là, on n'a pas trop de données, ici en bleu clair, une valeur intermédiaire. Et en fait, ça veut dire qu'il y a des endroits dans l'atmosphère où on a une très très forte concentration de ce gaz méthane, et on ne comprend pas d'où ça vient. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le méthane ici sur Terre, on a également du méthane dans notre atmosphère, rappelez-vous, c'est le pourcent dont je vous parlais,
Eh bien, ce méthane, en fait, sur Terre, a deux origines. Une origine volcanique, géologique, et quand un volcan explose, eh bien, dans l'éruption, eh il va produire de la lave, il va rejeter des rochers, de la poussière, également des gaz. Parmi ces gaz, eh bien, c'est le méthane. Et quand un volcan rentre en éruption, les satellites autour de la Terre, qui mesurent ainsi la concentration des différents gaz de l'atmosphère, voient très bien un pic dans le méthane, ainsi qui correspond à cette période d'éruption. La deuxième source, c'est les sources biologiques. C'est-à-dire que chaque être vivant sur Terre interagit avec son environnement, mange de l'herbe voilà, et pour prendre de l'énergie et ensuite produire des déchets. Parmi les déchets qu'on produit, il y a des déchets solides, liquides et gazeux également. Et parmi ces déchets gazeux, il y a le méthane. Et le méthane est également un marqueur de l'activité biologique. Alors ici sur Terre, c'est principalement ce qu'on appelle, entre guillemets, le paix des vaches. C'est-à-dire quand une vache ou un ruminant broute de l'herbe, il avale l'herbe rentre dans l'estomac, il y a un processus de digestion, il y a une régurgitation qui ensuite est retournée là. Tout ça, ça produit des gaz qui sortent par devant, et les gaz qui sortent par derrière. Les gaz qui sortent par derrière, il y a du méthane, c'est ce qu'on appelle communément le paix des vaches. Alors ne faites pas dire ce que j'ai pas dit qu'il y a des vaches sur Mars, c'est pas ça. Mais on se pose la question, comme il n'y a plus d'activité volcanique déjà depuis bien longtemps, des centaines de millions d'années sur Mars, il y a des volcans sur Mars, mais ils sont tous éteints. Le plus grand volcan dans le système solaire est sur Mars. C'est le mont Olympe, l'Olympus Mons, qui fait 20 km d'altitude. Malgré tout, on a quand même fait tourner des modèles biologiques qui pourraient produire du méthane. Par exemple, si on a des bactéries, si on a un champ de bactéries quelque part à certains endroits, est-ce qu'ils arriveraient à produire autant de méthane qu'on observe là? Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'on a en fait des concentrations tellement fortes et très ponctuelles et qui disparaissent avec les saisons. Il y a des saisons également sur Mars. Et donc on a pendant un certain temps, quelques mois, du méthane qui est produit à certains endroits et puis ça disparaît. Or, le temps de résidence du méthane dans l'atmosphère est très faible. C'est à peine de quelques centaines d'années, c'est 300, 400 ans. Et donc ça ne peut pas non plus être un restant d'il y a des centaines de millions d'années, puisque ça devrait être alors une distribution beaucoup plus homogénéisée, ce qui n'est pas le cas. Et donc ce méthane apparaît, disparaît, et on comprend toujours pas pourquoi. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on aimerait voir sur place. Peut-être que c'est des choses de vivant, peut-être que c'est tout à fait autre chose, mais on ne sait pas. C'est un mystère encore aujourd'hui. Ça, c'est un résultat qui date déjà il y a plus de 15 ans, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Alors, il y a une autre mission en cours actuellement, qui est la mission Mars Insight, qui est un INSAT qui veut dire donc en anglais Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport. Et c'est une mission conjointe, je vous traduis, c'est l'exploration de l'intérieur avec des investigations, donc de la recherche sismique, géodésique et de transfert de chaleur. C'est une mission qui a été lancée l'année passée, qui a atterri sur Mars en 2018, en novembre 2018, donc il y a un peu moins d'analogie, avec une instrumentation qui a été produite ici en France par un de mes collègues et amis, c'est le professeur Benonnet, de l'Université de Paris 6. Une instrumentation donc, pour les jeux physiques pour mesurer les tremblements de terre, enfin de Mars, tremblements de Mars, pour tremblements de terre sur Mars, et également pouvoir mesurer la température à l'intérieur du sol, à différentes profondeurs, pour voir si effectivement il y a encore une activité du magma de Mars, est-ce qu'il reste encore un relent de champ magnétique ou pas. Et voilà, donc l'expérience est toujours en cours, et il faudra attendre encore quelques temps avant d'avoir les résultats. Dans le futur, on aura d'autres missions. La mission ExoMars, et en fait, la première partie a été lancée en 2016. C'est une mission qui a eu lieu déjà, qui n'est plus en cours actuellement. L'orbiteur qui a tourné autour de Mars pour mesurer les concentrations dans l'atmosphère. Et puis la deuxième mission qui devrait être lancée l'année prochaine, 2020, ExoMars 2, avec 3 éléments, un orbiteur, un atterrisseur, vous voyez ici dans la petite vidéo, et un véhicule avec des instruments pour l'astrobiologie. C'est-à-dire que ce véhicule ce sera un petit rover, qui aura une caméra panoramique et des panneaux solaires qui ont été déployés pour pouvoir se déplacer ainsi de quelques kilomètres un petit peu dans les directions choisies, mais surtout avec une possibilité de creuser le sol jusqu'à une profondeur de 2 mètres pour aller chercher des échantillons à 2 mètres de profondeur. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas d'eau à la surface de Mars.
la vie ne peut certainement pas exister à la surface de la planète Mars, d'autant plus qu'il n'y a pas de champ magnétique, donc la radiation du Soleil arrive de plein fouet sur la surface. Par contre, on suppose, on pense que peut-être à une certaine profondeur, disons de quelques mètres, peut-être s'il y a eu de la vie, ou si on entend toujours, elle pourrait exister là, sous forme dormante, ou peut-être même encore active. Et donc il y aurait un échantillon qui serait retiré de certaines profondeurs, ramené à la surface, analysé, et les données automatiquement, donc les données seraient transmises alors à l'orbiteur qui reste en orbite autour de Mars, qui retransmet ensuite vers la Terre. La troisième mission, ce serait le retour d'échantillon, le Mars Sample Return, qui comporterait 5 éléments: un véhicule de transfert Terre-Mars, un orbiteur, module de descente et d'ascension, vous voyez ici, donc ici l'idée c'est pareil, on va chercher un échantillon à une certaine profondeur, on le ramène dans la capsule qui va remonter. Cette capsule va faire rendez-vous avec l'orbiteur qui est resté en orbite concernant la vie. La capsule est transférée ensuite vers le véhicule de retour. C'est le véhicule de transfert Terre-Mars, c'est Mars-Terre, donc interplanétaire. Et il n'y a que la capsule avec les échantillons qui vont revenir sur Terre sous un parachute et être récupérée dans l'atmosphère de la Terre avant qu'elle n'atterrisse sur Terre. Voilà. Donc il y a encore beaucoup de programmes fort intéressants qui seront en cours. Et maintenant, les missions habitées. Mais comment est-ce qu'on va les préparer? Bien, il faut d'abord bien voir qu'il est important d'aller sur Mars. Pourquoi? Bien, l'orateur précédent vous disait qu'il faut faire ça de manière robotique ou avec des astronautes. En fait, la question c'est toujours, est-ce qu'il vaut mieux envoyer l'homme ou un robot? Bien, il faut les deux en fait. Moi je crois à la complémentarité. Mais pourquoi c'est important et intéressant d'étudier la planète Mars? Mais d'abord pour des raisons scientifiques. Moi j'ai une formation scientifique, je dirais ça, c'est la raison principale. Et pourquoi? Parce que d'abord, comprendre comment une planète fonctionne. La planète Mars étant beaucoup plus petite, comme je vous ai dit, 10 fois plus petite que la planète Terre, elle vit sa vie de planète beaucoup plus rapidement que la Terre. Et donc étudier aujourd'hui la planète Mars nous donne énormément d'informations sur ce à quoi la planète Terre pourra ressembler dans quelques centaines de millions d'années. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, comme je vais parler de la vie, savoir si effectivement la vie aurait pu apparaître sur une autre planète. Les conditions semblent réunies sur la planète Mars, sans doute dans un passé lointain, elles étaient même encore meilleures qu'aujourd'hui. Et donc étudier si on peut trouver de la vie sur la planète Mars, c'est une question fondamentale. Parce que ça permettrait alors de répondre à la question fondamentale également, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ou pas? C'est-à-dire, si on trouve sur Mars ou sur n'importe quel autre corps céleste dans notre voisinage proche, c'est-à-dire dans le système solaire, si on trouve une autre forme de vie, une seconde genèse, pas une vie qui aurait été amenée par accident, par transfert de matériaux, par astéroïde ou météorite ou quoi, mais une seconde genèse tout à fait différente de la vie sur Terre, ça permettrait alors de dire que la vie existe de manière infinie dans l'univers. À la question est-ce que la vie existe dans l'univers, il y a 3 réponses théoriques possibles. Soit il n'y a pas de forme de vie, 0, soit il n'y en a qu'une, 1, soit il y en a une infinité. Il n'y a rien entre 1 et l'infini. Il n'y en a pas 2 ou 3 ou 10 ou 100, c'est ou bien nous sommes unis, ou bien nous sommes unis. Il y a une infinité de vie dans l'univers. On sait que ce n'est pas 0, parce qu'il y a au moins nous savons, nous, sur notre planète Terre, nous vivons, bien nous savons qu'il y a au moins une forme de vie. Donc on sait que ce n'est pas 0, on sait que c'est minimum 1, puisque nous existons, mais on ne peut pas encore répondre à la question, est-ce qu'il y a une infinité? Pourquoi ça? Parce que on n'a toujours pas découvert de quoi que ce soit d'autre. On suppose que oui, parce qu'il y a tellement d'autres planètes autour d'autres étoiles dans la galaxie, qu'il y a tellement d'autres galaxies également, que toutes les conditions devant être réunies, eh bien, la vie ne pourrait qu'apparaître, mais tant qu'on n'a pas découvert quelque chose, ça reste une hypothèse. Et donc, découvrir quelque chose dans notre voisinage proche, et que ce soit bien prouvé, que ce soit une genèse différente et séparée de celle sur la Terre, eh bien, ça répondra à cette question. Il y aurait effectivement d'autres formes de vie dans l'univers, et sans doute des vies extraterrestres intelligentes. Deuxième raison, la technologie. Pour mettre des missions vers Mars au point, il faudra développer encore beaucoup de nouvelles technologies de gestion d'énergie, mais également de recyclage, de pouvoir travailler en milieu fermé, en milieu complètement autarcique, et puis avec beaucoup de synergie avec la robotique également, avec beaucoup de retombées également pour le contrôle de l'environnement sur Terre.
Troisième type de raison, la raison politique, les raisons politiques. Tant qu'on coopère dans l'espace, on ne se fait pas la guerre, on ne se tape pas dessus. Rappelez-vous, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a une dizaine d'années de ça, un peu moins, eh bien, les États-Unis ont coupé tout contact avec les Russes à l'époque, et donc l'administration d'Obama avait demandé à toutes les administrations américaines de couper absolument tous les contacts. Et tous les contacts ont été rompus absolument tout partout, sauf pour le spatial. Pourquoi? Parce qu'on était en travail de coopération, en collaboration internationale pour la Station spatiale internationale. Les Américains dépendaient des Russes pour les lancements des astronautes, et les Russes, ainsi que les Européens, etc., dépendaient également du savoir-faire des Américains. Donc cette collaboration internationale permet de garder des liens, des contacts et de travailler ensemble malgré des tensions politiques dans d'autres domaines. Et donc, ceci ici, pour monter une mission vers Mars, ça se fera au niveau coopération mondiale. C'est-à-dire non seulement les 14 partenaires du projet de la Station spatiale internationale, mais également il faudra ajouter la Chine et d'autres puissances émergentes comme l'Inde, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Brésil, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental également. Le spatial est un élément fédérateur qui rassemble plutôt que de diviser. Quatrièmement, eh bien, le rêve, la dynamisation des sociétés, donner un goût du rêve, un goût de l'aventure, comme on avait dans les années 60, après l'appel du président Kennedy à amener un homme sur la Lune, et puis le ramener sain et sauf avant la fin de la décennie. Et bien ici, aller à Mars permettrait ainsi une nouvelle étape dans l'évolution de la société. Alors, à côté des différentes missions, des différentes agences spatiales internationales, il y a une société qui s'est créée qui s'appelle la Mars Society, la Société de Mars, qui regroupe ainsi des gens intéressés par l'exploration spatiale et dont le motto est en fait de promouvoir l'exploration des planètes du système solaire, et plus particulièrement la planète Mars. Alors, ils ont différents types d'actions. La première est une action d'information, c'est-à-dire à travers des expositions, des conférences, etc., informer le grand public de la possibilité de monter déjà mettre sur pied des missions d'exploration de Mars. Deuxième, c'est les contacts avec les instances politiques, c'est-à-dire faire du lobbying auprès du Congrès et du Sénat américain, mais également des autres agences internationales. Et puis une troisième mission, c'est la mission de faisabilité, démontrer déjà qu'on a suffisamment de compétences techniques pour pouvoir monter une mission vers Mars. Pour ça, ils ont établi une première base dans le Grand Nord canadien, en Arctique. Vous voyez ici sur la petite carte ici. Ici, vous avez le cercle polaire qui est à 63 degrés latitude nord. Et bien, au nord de ce cercle polaire, il y a encore pas mal d'îles qui sont des îles désertes, inhabitées. Ici, c'est l'île de Devon, avec un énorme cratère quelque part au milieu, qui est le cratère de l'automne, qui est une structure de 20 km de diamètre. Et au bord de ce cratère, eh bien, on a construit cet habitat, qui a été installé en 2001. Oui, qu'il fait beau, hein, c'est l'été, et encore un petit peu de neige, enfin, il fait relativement bon. Il fait chaud même, il fait 1-2 degrés. En dessous zéro, c'est encore fort agréable. Et puis, j'ai été sélectionné parmi un des premiers équipages internationaux pour participer à une campagne de simulation martienne pendant 2 semaines. Alors, j'étais là avec d'autres scientifiques. Voici Cathy Quick, qui est une géologue du MIT. Ici, quelqu'un de la NASA, c'est Bill Clancy, un ingénieur spécialiste en robotique également. Et puis on avait avec nous ici Robert Zubrin également, et puis un biologiste aussi. J'étais parti avec une expérience, l'idée étant de pouvoir démontrer la faisabilité d'une technique sismique pour détecter de l'eau en surface, en souterrain, c'est-à-dire on imagine, on pense qu'il y a des poches d'eau, des nappes aquifères sous la surface, et il faut pouvoir les détecter. Alors il y a 2 grandes méthodes, la méthode par radar ou la méthode sismique, c'est-à-dire qu'on va créer un petit événement sismique en tapant sur la roche avec une grosse masse, ça va produire des vibrations. Ces vibrations vont se transmettre vers le bas, dans le sol, et seront réfléchies et réfractées par les différentes couches en dessous. Et puis ces signaux réfractés seront captés par des senseurs qui seront ainsi étalés sur 100 mètres de long, reliés à un petit ordinateur de terrain. Et ainsi, ça nous permet d'analyser ce qu'il y a sous la surface. Alors, on a mis en évidence effectivement qu'on avait de l'eau, ça on le savait bien sûr, mais surtout ce qu'on voulait montrer, c'était la faisabilité de la méthode avec des
des combinaisons de sortie extravéhiculaire. Et ici, Bill Clancy qui est en train de s'équiper. On s'équipe toujours à 2 personnes, parce que c'est une procédure assez compliquée, assez longue. Ce sont des combinaisons non pressurisées, puisque nous sommes en simulation, mais il faut à peu près 3/4 d'heure pour installer tout ça. On a un système support vie, on a un casque, et dans le casque de l'air qui est soufflé par les ventilateurs qui sont dans le système support vie. On a également une réserve d'eau, qui est partie pour des sorties de plusieurs heures, entre 6 et 8 heures, et donc il faut bien sûr pouvoir tenir le coup. On avait à notre disposition également des ATV, c'est des Automated Transfer Vehicle, non, Automated Alternate Vehicle, voilà. Puis on est descendu dans le cratère, on a été déposé des capteurs de radiation dans le cratère, à une certaine profondeur également, donc on a creusé, voir un petit peu. En fait, là, on n'est pas loin du pôle nord géographique, on est à moins de 1000 km du pôle nord géographique, et à quelques centaines de kilomètres du pôle nord magnétique. Et donc, c'est intéressant de mesurer l'intensité des radiations qu'on reçoit là, étant proche du pôle nord magnétique. On avait également avec nous un chasseur inuit, voilà, je vous présente, c'était notre grand copain là-bas, il s'appelle Joe Henrik, et il était là avec son grand fusil, son shotgun. Et il sortait, chaque fois que nous sortions en sortie extravéhiculaire, il était là pour nous accompagner, parce qu'il y avait en fait un camp de base également de la NASA un petit peu plus loin, quelques kilomètres de là. Il nous accompagnait toujours, mais à une certaine distance, et il restait toujours sur une petite colline pour observer tout autour, les alentours. Et un jour, on lui a dit, mais viens avec nous, viens ici sur la photo, voilà, on a pris cette photo-là. Alors pourquoi il est là avec son grand fusil? Je vous ai dit, c'est en fait une île inhabitée, déserte, il n'y a pas de ville. Vous voyez, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de plants, d'arbres, de rien du tout. Il n'y a pas d'animaux non plus. Le seul animal qui est là, c'est l'ours polaire, l'ours blanc. Là, on est en plein été, l'été polaire, c'est-à-dire que l'ours blanc a dormi tout l'hiver, il est en hibernation, et là, il vient de se réveiller il y a quelques semaines, un mois ou deux, et il a faim. Donc, il va commencer à chasser. Alors, l'ours blanc, c'est un animal très, très intelligent et très, très costaud. Un mâle adulte, debout sur ses pattes arrière, il fait 3 mètres, 500-600 kg, et s'il vous sent loin, quand il charge vers vous, il charge à une vitesse de 60, 70, 60, 70 km à l'heure. Alors si on rencontre un ours, vous pouvez oublier de vous encourir. Je vous rappelle le record du monde pour un athlète bien entraîné qui n'a pas 20 kg de combinaison sur le dos, il fait le 100 mètres en 9 secondes, 5 dixièmes ou 6 dixièmes, un truc comme ça, c'est Usain Bolt. Ça fait à peine juste en dessous de 37 km à l'heure. Quand vous avez 500 kg de viande affamée qui fonce sur vous à 60 km à l'heure, ça fait des dégâts. Et en plus, l'ours, il est très malin, il a un bon sens de l'odorat, donc il vous sent au loin, il ne va pas venir directement sur vous, il va se cacher, toujours derrière un rocher, et se mettre sous le vent, c'est-à-dire que c'est votre odeur qui vient par le vent, et pas l'inverse. Comme si nous avions un odorat aussi de votre. Donc il va se cacher derrière un rocher, puis quand vous passez par là, hop, il se jette sur vous, un petit coup de patte, il vous arrache un bras ou une jambe, et voilà. En fait, pour lui, vous êtes son déjeuner qui passe là sur le tas. C'est très bizarre de se dire le matin, quand on se réveille, j'espère ne pas terminer ma journée dans l'estomac d'un ours. Et c'est très drôle également d'être de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne alimentaire. Mais voilà, heureusement, on n'en a pas rencontré. Sauf un. Et voilà, c'est un ours empaillé qu'on a trouvé dans le hall d'un hôtel sur une autre île où on est resté avant d'arriver sur cette île déserte. Parce que déjà pour y arriver c'est pas facile, mais bon. Et vous voyez, donc là il est bon, je suis pas très grand, c'est vrai, mais je suis là debout entre ces pattes. Vous voyez la taille de ses pattes par rapport à ma tête, et vous donne un grand coup de patte comme ça, il arrache la tête et tout le reste. Bon, heureusement, on n'a pas rencontré. Si par l'équipage, après notre rotation, on a détecté qu'il y avait un ours dans les environs, parce qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, ils ont un odorat très très fin, et ils ont pu détecter sans doute qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé traîner une poubelle quelque part. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Et donc là, ils sont toujours en train de tourner pour essayer de trouver quelque chose à manger. Alors il y a une autre théorie qui dit également, bon, après avoir dormi après l'hibernation, c'est le printemps pour eux, c'est la saison des amours, les combinaisons sont blanches. Bon, je ne veux pas entrer dans ces détails. C'est pas la question qui va nous occuper ici. Et puis je suis reparti l'année d'après, c'est en 2002, dans le désert, cette fois-ci c'est dans le désert de l'Utah, donc c'est dans le sud, au milieu des États-Unis, et c'est un paysage assez extraordinaire. Vous voyez ici, ces structures, ces strates horizontales, et en fait c'est comme si le terrain s'était effondré, et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Il y a un effondrement de terrain qui s'est produit un petit peu partout, et on a ainsi
la surface ici, à cette profondeur-là, correspond à ce qu'on trouvait à l'époque de la transition Crétacé-Tertiaire. Donc ça remonte à plusieurs dizaines de millions d'années. Et on a ainsi retrouvé un petit peu plus loin, il y a une vallée un peu plus loin, on retrouve encore, on voit des fossiles de squelettes de dinosaures. Donc c'était à l'époque, ça correspondait à l'époque où les dinosaures se baladaient librement. Et il y a une vallée un peu plus loin, la vallée de l'Ic, où on retrouve ainsi des fragments d'os fossilisés à même le sol. C'est extraordinaire, c'est pas dans un musée, rien du tout, c'est là, on peut toucher, fabuleux. Et donc là, on était parti également faire la simulation, on retrouve l'habitat qui est là, et ici, on a ajouté à cet habitat une serre expérimentale pour faire pousser des plantes, et j'étais là aussi avec une autre expérience. Alors plutôt que vous parler de ça, je vous propose de regarder une autre petite vidéo qui a été tournée pendant la 3e simulation que j'ai faite, c'était en 2009, où j'étais là comme membre d'équipage. Une mission vers Mars durerait au minimum 2 ans et demi. 6 mois pour y aller, 1 an et demi sur place à attendre la bonne configuration planétaire, et 6 mois pour le voyage de retour. Une station construite là-bas devrait donc être totalement autonome. Celle de la Mars Society a été conçue autour d'un habitacle central où les martionautes vivent et travaillent. Autour, il y a une serre expérimentale, un radiotélescope et un observatoire. Le drapeau martien flotte avec ses 3 couleurs inspirées d'une trilogie de science-fiction. Le rouge pour la couleur que Mars a actuellement, le vert qui représente la phase pendant laquelle on y fera pousser des plantes, et le bleu lorsqu'une atmosphère aura finalement été créée. Pour entrer dans la station, les martionnautes doivent passer par un sas, puis dans la pièce réservée à l'habillage et au déshabillage. À chaque retour d'une sortie extravéhiculaire, les autres membres de la mission viennent les accueillir et les aider à se déséquiper. Ensuite, c'est le débriefing. So time-wise, I think it was close to 3 hours. Huh? We left straight after 3 and we came back quarter past 6, so it was 3 hours. We passed, it's called Heidi's Hill. Pour y vivre et y travailler pendant plusieurs semaines, voire plus, la station doit être un condensé de technologie, sans ignorer pour autant un certain confort. Et c'est tout naturellement au commandant de bord de faire les honneurs de la maison. Et ici, 2 parties de laboratoire. De ce côté-ci, tout ce qui touche la géologie. De l'autre côté, la partie biologie. Vous voyez que c'est très important. Alors là-bas, à l'arrière encore, un atelier avec une toilette et une salle de bain et une autre sortie. Et alors au premier étage, eh bien, la salle commune. Donc alors voilà, ici on arrive maintenant dans la salle commune, c'est ici où toute la vie en commun se passe. Le tout se fait autour de cet élément central, la table centrale, c'est ici que nous prenons nos repas en commun, que nous nous retrouvons, nous parlons, nous discutons, nous avons des briefings, des débriefings. Ensuite, autour de cet élément central, la table circulaire, vous voyez, avec tous les gadgets électroniques, les ordinateurs et tout, c'est là que la plupart du boulot se fait, le boulot de travail, de recherche. Ensuite, la cuisine, avec le coin vaisselle, bien sûr très important, chacun à son tour on y passe. Et puis alors, les 6 chambres qu'on a ici, elles ne sont pas très très grandes, participants, et on a eu bien sûr déjà des Belges qui ont participé à ce genre de mission. Pour cette mission, d'autres scientifiques accompagnent notre commandant belge. Il y a Anouk, la géologue hollandaise. Stéphane, également géologue et hollandais. Et enfin, Daniel, la biologiste sud-africaine. La moyenne d'âge est en fait très jeune, puisqu'en fait les chercheurs que nous avons avec nous sont pour la plupart encore des étudiants qui travaillent, qui font un stage ou qui font un projet de recherche avec nous, avec les chercheurs à l'Agence spatiale européenne. Mais c'est ça l'idée aussi, hein, c'est de former les jeunes à la recherche spatiale, de les intéresser le plus tôt possible et de les mettre dans le bain également le plus tôt possible, puisque l'exploration de Mars est en cours bien sûr, mais les premières missions habitées ne seront pas avant 30 ans, 40 ans. Donc les gens qui ont 20, 25 ans aujourd'hui, lors de la première mission habitée, ils en auront 50, 55, donc ils seront en plein dedans.
Il reste donc encore un peu de temps avant de s'envoler pour Mars. En attendant ce moment, l'homme sera peut-être retourné sur la Lune. Une lune magnifique quand elle se lève dans le désert de l'Utah. Alors effectivement, la Lune, parlons-en, puisqu'il semblerait effectivement que pour retourner vers Mars, il faille d'abord retourner vers la Lune. Alors on peut en discuter par après, on pourra peut-être en toucher un mot lors du question-réponse par après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire ça? Personnellement, je ne pense pas, mais malgré tout, le choix est là. Voici le plan que la NASA a présenté il y a 2 ans de ça, en 5 phases. La phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 et 4. Et qui a été un petit peu réactualisé, puisque depuis lors, depuis 2 ans, il y a d'autres choses qui sont ajoutées. La phase 0, ben, c'est la période actuellement. On utilise la Station Spatiale Internationale, on fait ainsi beaucoup d'essais, d'expériences pour préparer des missions de plus longue durée. On établit également des contacts et des contrats de coopération entre agences, donc entre les différents partenaires gouvernementaux, mais également avec des sociétés privées, entre autres Boeing, SpaceX, Blue Origin, etc., pour voir comment on pourrait préparer la phase suivante, la phase 1. La phase 1 permettrait de retourner vers la Lune, c'est-à-dire d'abord de construire une station spatiale autour de la Lune, rester en orbite autour de la Lune, et puis l'étape suivante dans cette phase 1, c'est de pouvoir descendre sur la Lune et aller explorer la Lune et commencer à faire de l'exploitation de la Lune, des ressources lunaires, entre autres au pôle sud. La phase 2 serait ensuite de terminer, à partir de la station spatiale lunaire, la construction d'un véhicule qui s'appellerait Deep Space Transport, ou DST, qui permettrait dans les années fin 2020, début 2030, d'envoyer les premiers équipages, d'abord une mission automatique vers Mars, et puis ensuite, lors des phases 3 et puis 4, d'avoir les premières missions habitées vers Mars, d'abord une mission en orbite autour de Mars, et puis ensuite des missions habitées sur Mars, c'est-à-dire avec atterrissage sur Mars. Là, il n'y a pas vraiment de calendrier très précis, mais on parle certainement dans les années 2030, si pas fin 2030. Donc ici, une bonne vingtaine d'années, et j'ajouterai encore quelques années là-dessus. Alors tout ça, ça a été un peu bousculé, modifié récemment, puisqu'en fait, les différents éléments, surtout lors de la phase 1, on a besoin d'un lanceur, et ce lanceur, c'est le SLS, le Space Launch System, que la NASA est en train de développer avec la société Boeing, qui est le contractant principal avec d'autres sociétés américaines. Alors, différents modèles existent, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces fusées auraient la même puissance au lancement, pratiquement, que la fusée Saturn V qui a été utilisée pour les missions Apollo, dont Pierre-Emmanuel vous a parlé plus tôt. Alors, le grand souci, c'est qu'on a perdu le savoir-faire de construire ces fusées il y a 50 ans. On ne sait plus comment faire ça. On a bien sûr les plans, les blueprints, mais le savoir-faire technique est perdu. Pourquoi? Parce que les ingénieurs qui travaillent là-dessus, il y a 50 ans, ils sont tous disparus pratiquement. Et donc on est obligé de réinventer la roue, de recréer un petit peu tout ça, et ça prend du temps, beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent et de budget nécessaire. Le programme de construction de ces fusées est bien en retard, et c'est ça qui pose problème actuellement. Alors, deuxième composante, voilà, ce serait la station spatiale lunaire. Alors, l'orateur précédent, Peter Weiss, vous en a parlé un petit peu. Voici donc un concept, c'est une maquette ici. Il y a différents éléments auxquels les Européens participent. Dans le module Orion, qui sera la nouvelle capsule que les Américains vont utiliser, la NASA va utiliser, eh bien, il y a le service module qui est construit par les Européens. Il y a également d'autres parties qui intéressent également dans le laboratoire ici, et puis également dans le SAS ici et là. La slide suivante va vous donner un peu plus de détails techniques, voilà. Et donc ça, c'est des différents partenaires qui sont maintenant dans le projet de la Station Spatiale Internationale, mais qui ont marqué également leur accord pour participer à ce nouveau projet. Alors, il y a la NASA, bien sûr, l'ESA, les Japonais de la JAXA, les Canadiens qui produisent un bras robotique, bien sûr, et puis ici, les Russes avec un module multiple pose de connexion. Alors dans le véhicule Orion, donc, qui va transporter les équipages, les astronautes, eh bien le module de service est produit par l'ESA. Ici, le laboratoire, ou plutôt le module d'habitation est produit par la NASA, avec les Japonais également. Ici un module de logistique.
Ici, un module d'instrumentation également avec une collaboration ESA et JAXA, le bras robotique utilisé canadien principalement. Ici, un autre module de connexion de la NASA, le module Esprit qui sera développé par l'Europe, et puis ici, le module de propulsion, de puissance et de propulsion, avec les panneaux solaires produits par la NASA. Le tout sera ainsi assemblé morceau par morceau, comme on a fait pour la station ISS autour de la Terre, en orbite autour de la Terre. Et bien, cette station lunaire sera assemblée morceau par morceau également autour de la Lune, et ça va prendre quelques temps. Alors, la question, c'est justement, ces quelques temps, ça a été un peu bousculé pour des raisons politiques, puisque récemment, c'était au mois de mars, voilà, le 26 mars, le vice-président américain Mike Pence a annoncé que le gouvernement faisait du retour des astronautes sur la Lune en 2024 une priorité. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Notre grand ami à tous, le président américain Donald Trump, a décidé dans sa grande sagesse qu'il va être de toute façon réélu en 2020 et que donc il voudrait qu'à la fin de son deuxième mandat, qui correspond à 2024, il faut qu'il y ait des astronautes américains, dont une femme bien sûr, puisse marcher sur la Lune pour qu'ils puissent dire « Grâce à moi, président américain, je suis le président américain qui a remis les astronautes sur la Lune. » C'est beau, hein, mais c'est bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, le problème également, c'est qu'il montrait, c'est que le SLS, donc le Space Launch System, avait pas mal de retard pour des raisons techniques. Comme je vous disais, c'est très compliqué de reconstruire une fusée aussi puissante, et donc ça prend beaucoup plus de temps. Et donc, on est en train de changer de paradigme, voir si pour cette première mission, on ne pourrait pas lancer la capsule Orion ici avec le service mobile de l'ESA par une autre compagnie privée. Alors, entre-temps, on sait que SpaceX a développé d'autres fusées, des Falcon Heavy également, qui pourraient effectivement être utilisées pour ce genre de lancement. Il y a d'autres partenaires également. Blue Origin également est en train de travailler sur le design d'une fusée puissante, très puissante également. Donc voici un autre dessin de SLS. Alors ce que je vous dis là, voilà, ça c'est ce qui est maintenant le programme officiel de la NASA. On peut se poser la question de ce que ce programme deviendrait si le président Donald Trump n'est pas réélu l'année prochaine. Si c'est un autre président ou un démocrate qui passe, c'est ce que... Bon. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est ça, c'est le programme Artemis, et c'est devenu la ligne de conduite de la NASA. Artemis 1, la première mission, aura lieu en 2020, c'est-à-dire la première mission d'une SLS, qui était prévue initialement en 2018, qui a été repoussée en 2019, maintenant on parle de 2020, j'ai déjà entendu que ce serait plutôt début 2021. La première mission automatique autour de la Lune, donc avec une SLS et un module Orion, mais sans astronaute à bord, faire un tour de la Lune et revenir. Ensuite, 2022, la première mission habitée, qui serait également un tour autour de la Lune et revenir, et retour, un peu comme l'Apollo 8. Et puis, le premier atterrissage, en 2024, ce serait la mission Artemis 3, avec 2 astronautes à bord, enfin plusieurs astronautes, mais 2 astronautes sur la Lune, dont une femme, puisque c'est l'autre grande idée de M. Trump, c'est de mettre une femme sur la Lune. Ce qui est une bonne chose, hein, c'est pas ça. Mais bon. Voici une autre image. Alors, le tout serait complémenté avec également des missions automatiques. Donc la première mission Artemis 1, je vous ai dit, c'est 2020, peut-être 2021. Artemis 2, la première mission habitée autour de la Lune et retour. Et Artemis 3 en 2024, ici avec atterrissage au pôle sud, mais avec en plus 3 autres missions automatiques qui iraient déposer du matériel déjà sur la Lune et également qui permettraient l'assemblage de la station spatiale Gateway, Moon Gateway. Mais l'assemblage prendrait beaucoup plus de temps, d'abord parce que tout ça, il faut encore développer, toutes ces technologies et ces trucs, comment dire, ces hardware. Et donc on est en train de considérer une version réduite, cette fois-ci, de la Gateway, qui pourrait être mise en place avec seulement 3 ou 4 éléments qui seraient prêts pour 2024 et qui serviraient du point d'accrochage du service, de la capsule Orion avec les astronautes à bord et qui serait ainsi en orbite autour d'elle. Bon, ça c'est très bien, mais ensuite il faut descendre depuis la station vers la surface de la Lune. Alors, la NASA travaille également sur le design d'un lander, mais qui est bien en retard également, d'un atterrisseur, mais qui est bien en retard. Et donc, il se tourne également vers le privé, et récemment, bien sûr, les entreprises privées ont compris, ont senti un peu le vent venir, et puis ils se sont dit, mais en fait, là, il y a un business à prendre, et la compagnie Blue Origin a annoncé le design d'un atterrisseur qui s'appelle Blue Moon, et qui pourrait se poser. Alors, c'est pas encore construit, c'est une maquette, ceci. Et donc, pousser l'industrie à construire le tout en 4 ans, 5 ans, et
produire cet équipement-là, le tester de manière tout à fait safe pour être utilisé, on peut se poser des questions également, est-ce que c'est faisable ou pas. Mais soit, ça c'est l'approche actuelle. Ensuite, la phase 2 du programme Artemis, après 2024, donc ce serait de 2025 à 2029, il y aurait d'autres missions, on compléterait ainsi la station spatiale Gateway autour de la Lune, et on commencerait ensuite à préparer, à assembler les premiers véhicules vers Mars, ce serait donc vers la fin des années 2020. Tout ça, ça risque encore de prendre du temps, donc on n'y est pas encore, mais voilà, ça bouge tout doucement. Alors côté de ça, bien SpaceX, la société d'Elon Musk, a elle proposé une autre approche, c'est-à-dire d'avoir un vaisseau interplanétaire qui serait énorme, qui pourrait ainsi embarquer une centaine de personnes et qui serait lancé en 2 étapes. D'abord la première capsule avec 100 personnes à bord et avec une fusée réutilisable qui fait 120 mètres de haut. Alors, initialement, c'était prévu en 2018, mais ça a été reporté à 2020, on n'est pas encore non plus, sans doute 2022. En fait, il y a à peu près une fenêtre de lancement vers Mars tous les 2 ans, grosso modo.